Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Estimation ORTF Sofres, Valéry Giscard d'Estaing 50,9, François Mitterrand 49,1. De ce jour date une ère nouvelle de la politique française. Ainsi, c'est moi qui conduirai le changement. Mais je ne le conduirai pas seul. Si j'entends assumer pleinement la tâche de président, et si j'accepte à cet égard les responsabilités qu'une telle attitude implique, l'action à entreprendre associera le gouvernement dans ses initiatives et le Parlement dans son contrôle et dans ses droits. Je ne le conduirai pas seul parce que j'écoute et que j'entends encore l'immense rumeur du peuple français qui nous a demandé le changement. Nous ferons ce changement avec lui, pour lui, tel qu'il est, dans son nombre et dans sa diversité. Ces mots, ce sont les premiers mots du président Valéry Giscard d'Estaing prononcés après son investiture le 27 mai 1974. Ancien président dont on a appris la mort ce mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans des suites du Covid. Je voulais profiter de cet épisode du Monde Devant Soi pour revenir avec vous sur ces années Giscard. Alors, je suis né sous sa présidence, mais contrairement à vous, je ne l'ai que très peu connu et j'aimerais votre éclairage. Ce discours qu'on vient d'entendre semble à la fois très moderne dans sa volonté de partager le pouvoir, dans son inclusivité presque, mais aussi très classique avec l'éternel refrain du changement. Quel candidat ou président n'a jamais promis le changement à ses électeurs? Alors, avant de revenir sur ce septennat, Jean-Marie, Alain, un mot pour résumer les années Giscard. Vous avez prononcé, Christophe, le mot changement. Arrêtons-nous sur le changement. Le mot d'ordre de François Mitterrand, c'était « changer la vie ». Giscard a changé la vie. Il a changé la vie de ses compatriotes à travers toute une série de réformes qui concernent la société française et qui sont encore aujourd'hui notre pain quotidien, que ça va de l'IVG à la condition des femmes en général, en passant par l'âge de la civilité, l'âge de l'élection à 18 ans, la majorité passée à 18 ans, mais c'est aussi la saisine plus facile du Conseil constitutionnel et donc l'inclusion dans notre état de droit, dans la conception que nous avons aujourd'hui de l'état de droit, d'un contrôle de constitutionnalité bien supérieur à ce qui existait auparavant. Bref, toute une série de réformes, de changements qui ont en effet changé la vie. C'est lui qui fait ces changements, ce qu'a évoqué Jean-Marie, changements très importants sur la société française. Mais on oublie aussi qu'il y a eu des années de militantisme avant ça, notamment des femmes, sur l'IVG, sur les mêmes droits économiques que les hommes, sur la possibilité d'avoir leur carnet de chèques et de signer leur carnet de chèques, etc. On oublie qu'il y a eu énormément de luttes sociales et sociétales qui ont suivi 1968. Et c'est lui qui va cristalliser le mouvement, curieusement, Valéry Giscard d'Estaing, si vous voulez, qui est une sorte de la quintessence de l'élite française. Eh bien, c'est lui qui finalement va faire aboutir certaines des revendications qui ont suivi les événements de mai 68, le bouleversement de mai 68. J'ai quand même l'impression, vu de 2020, que Valéry Giscard d'Estaing a moins marqué l'inconscient collectif des Français sur le plan du changement que François Mitterrand, par exemple, dont on retient les grandes réalisations, des grandes mesures comme l'abolition de la peine de mort. Comment expliquer que VGE soit un président plus discret dans le souvenir des Français? D'abord, il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le septennat de Giscard est coupé en deux. Il y a les 2 premières années qui sont 2 années extrêmement brillantes où les réformes succèdent aux réformes, qui touchent donc un certain nombre de secteurs de la société, on vient d'en parler. Et puis il y a le choc pétrolier. Et à compter du choc pétrolier, on entre dans une période totalement nouvelle, en rupture complète avec ce que l'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire cette période de croissance continue,
d'absence de chômage, 300 000 chômeurs au début du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, 1 700 000 chômeurs à la fin. C'est-à-dire que le choc pétrolier conduit à une nouveauté en France qui est l'apparition d'un chômage de masse et des politiques dites de rigueur, qui sont en fait des politiques d'austérité, qui braquent toute une partie de la population et qui font penser à un régime inégalitaire, injuste, etc. Donc il y a ces deux volets du septennat qui fait que ensuite vient la rupture incarnée par François Mitterrand, et donc c'est cela qui au fond efface le legs de Giscard. Ensuite, François Mitterrand, lui, apporte un tout autre souffle dans une toute autre direction, d'ailleurs que Giscard dénonçait par avance. On a oublié, mais au moment de la campagne présidentielle de 1981, c'est Michel Poniatowski, le fidèle second de Giscard, qui parle de danger de voir les chars russes sur la place de la Concorde si François Mitterrand et les communistes arrivent au pouvoir. Donc c'est cela qui joue en défaveur de Giscard et qui fait qu'on ne reviendra que beaucoup plus tard sur la première partie de son septennat, qui sont les 2 premières années. Et puis dans la déconstruction de l'image de Giscard, il ne faut pas oublier le rôle essentiel de Jacques Chirac et des siens, du RPR, qui pendant 5 ans ont mené une guerre non-stop très virulente, notamment au Parlement, contre Raymond Barre, le Premier ministre de Giscard, qui lui alors en rajoutait dans les formules choc qui du genre eh bien les chômeurs n'ont qu'à créer leur entreprise, ainsi de suite. Et donc cette déconstruction de l'image de Giscard a été ordonnancée autour de Jacques Chirac par Jacques Chirac et qui a fini par imprégner au fond les esprits. Et on est arrivé à ce paradoxe final qui est que l'homme Giscard qui a voulu et qui a de fait, d'une certaine façon, banalisé la fonction présidentielle. Il a voulu la désacraliser. Celui-là même qui a voulu désacraliser la fonction a réussi à passer pour un monarque exerçant le pouvoir en solitaire parce que justement toutes les campagnes du RPR et de Jacques Chirac contre lui étaient sur le thème de la monarchie, y compris François Mitterrand d'ailleurs qui le comparait à Louis XV sur le thème du monarque, alors même que c'était très exactement l'inverse que Giscard souhaitait et d'une certaine façon l'inverse qu'il a incarné. Donc Jean-Marie, vous nous avez dit combien Valéry Giscard d'Estaing avait modifié la fonction présidentielle en la rendant à la fois plus accessible et en mettant quand même une bonne dose de communication. Alain, lorsque nous préparions cette émission, vous m'avez raconté comment Valéry Giscard d'Estaing a découvert qu'il était élu président et comment il s'est rendu auprès de ses supporters. C'est une chose qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Ça illustre cette décomposition du septennat de Giscard d'Estaing dont parlait Jean-Marie tout à l'heure. Si vous voulez, là, il est d'une simplicité absolue. Il regarde les résultats, on voit ça très bien dans le film de Raymond Depardon, depuis son bureau du ministère des Finances, je crois, à l'époque au Louvre. Il est tout seul, enfin il y a Depardon dans la pièce, et il passe un coup de fil à son fidèle allié politique, qui sera son ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, et il lui dit « Retrouvons-nous aux Champs-Élysées ». Aux Champs-Élysées où il y a un défilé de ses partisans, etc., etc. Il va au parking du ministère, il monte tout seul dans sa Renault R16. TS. Et il va aux Champs-Élysées, il est convaincu qu'il va pouvoir se garer, il en parle d'ailleurs au téléphone avec Poniatowski, il dit oui, je crois qu'on pourra se garer facilement, et il retrouve Michel Poniatowski aux Champs-Élysées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motard, il n'y a pas de télévision, enfin, c'est une autre époque. Et donc là, il donne véritablement l'exemple de quelqu'un qui veut effectivement banaliser la fonction. Il aura d'autres gestes. Dans la foulée, il ira déjeuner dans un EHPAD, il recevra des éboueurs au petit déjeuner à l'Élysée, il jouera de l'accordéon avec les vedettes de l'accordéon de l'époque, notamment André Verschuren, etc. Il s'arrête à Lyon dans une prison, il va serrer la main des prisonniers. Voilà. Vous imaginez un président de la République aujourd'hui qui irait serrer les mains des prisonniers, c'est tout à fait atypique, mais typique de Giscard. Et puis il va s'enfermer dans une attitude qui va donner cette impression d'une surmonarchisation de la fonction. Ce sera aussi d'ailleurs le cas de François Mitterrand, il donnera aussi cette impression. Mais pour en revenir à ce que nous disions au début, Mitterrand va faire des réformes au chapitre des libertés publiques que Giscard n'avait pas fait.
Mitterrand va réformer, libéraliser l'ORTF, autoriser les radios libres. Ce type de réformes-là qui vont mettre la France aussi sur l'indépendance du judiciaire, l'indépendance du parquet, un nombre de réformes qui vont mettre la France au même niveau que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, ce qui n'était pas le cas en ce qui concerne les libertés publiques. Faisons quand même un peu de politique fiction. Si Giscard avait eu 7 ans de plus, un septennat supplémentaire, et s'il n'avait pas eu ce choc pétrolier qui l'aurait empêché de se focaliser sur le sociétal et le social, en l'obligeant de gérer les affaires économiques, est-ce que ces réformes qui ont été entreprises après par la gauche, ces grandes réformes libérales, est-ce que finalement Giscard le libéral ne les aurait pas faites? Est-ce que ce n'était pas dans son logiciel? Oui et non, parce que la deuxième partie du septennat donc est beaucoup plus conservatrice. Giscard est un conservateur intelligent, un conservateur modéré. Et donc là, dans le cours de son septennat, il y a une évolution plus traditionnellement à droite, je dirais, à la fois dans la gestion économique, mais aussi dans la gestion de la société française elle-même. Et donc tout ce qu'il n'a pas fait et que rappelait Alain, il est revenu en effet à François Mitterrand de le faire. Mais prenons un autre exemple, la peine de mort. La peine de mort, au début de son septennat, Giscard s'y déclare défavorable. Et pourtant, d'abord, il n'abolira pas la peine de mort, mais pire que ça, il va l'appliquer. Il y aura quand même 3 exécutions à l'époque du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Il n'ira donc pas jusque-là. Et il termine son septennat avec tout un débat qui va nous rappeler quelque chose aujourd'hui, puisque le débat tourne autour d'une loi dite sécurité et liberté, avec un volet sécuritaire plus accentué que le volet liberté. Et donc, ça le caractérise d'une façon beaucoup plus conservatrice. Donc, s'il avait été réélu, il aurait probablement continué sur un courant plus conservateur que celui qui l'avait porté au pouvoir en 1974. Alors, glissement conservateur au cours de son mandat élyséen, ovni politique lorsqu'il se présente aux élections, plus jeune président élu en 1974, centriste et libéral lors de sa campagne présidentielle. Tout ça, on parle de VGE, mais on a quand même l'impression aussi qu'on parle d'Emmanuel Macron. Alors, les deux hommes ont souvent été comparés et sont encore parfois comparés. Est-ce que c'est une comparaison, Jean-Marie, qui tient la route ? Ils sont comparés par l'âge, puisque l'un est encore plus jeune que Giscard, qui avait été élu à 48 ans, et puis Emmanuel Macron, d'une certaine façon, dans l'éloge qu'il a prononcé de Giscard, s'est un petit peu revendiqué de cet héritage en disant les orientations qu'il avait données à la France conduisent encore nos pas. Donc c'est une façon de revendiquer, d'une certaine façon, l'héritage de Giscard. Et pourtant, à mon avis, peu de choses les rapprochent. Au chapitre des rapprochements, il y a encore le fait de gouverner au centre. Giscard veut gouverner au centre et Emmanuel Macron s'est ancré désormais au centre droit. Mais si vous voulez, ce pourquoi d'ailleurs Macron ne souhaiterait pas être trop comparé à Giscard, c'est parce qu'il manquait à Giscard une relation avec les Français qui soit une relation, j'allais dire, affective, un lien avec les Français qui fait défaut aujourd'hui à Emmanuel Macron et qui caractérise aussi l'attitude de Valéry Giscard d'Estaing qui était réputé hautain, trop distant, trop parfois arrogant, incarnant un petit peu l'intelligence française comme Emmanuel Macron peut l'incarner, mais sur le thème, je ne vois pas qui peut être plus intelligent que nous, quoi. Donc c'est cela qui les éloignait des Français. Sinon, sur la politique elle-même, Giscard restera comme un grand réformateur. Et pour le moment, le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas au rendez-vous de la réforme, en tout cas des réformes qui resteront, qui marqueront les esprits, je pense en tout cas. Je ferai 2 remarques. La première, c'est que Giscard d'Estaing, au moins pendant 2 ou 3 ans avant que la crise du pétrole, la crise de l'énergie née en 1973 ne fasse sentir ses effets dévastateurs sur l'économie française et dont on a parlé, il a au moins, si vous voulez, 2 ou 3 années qui finissent les 30 glorieuses. C'est encore une relative insouciance avec quand même une progression de la richesse nationale de l'ordre de 3 ou 3,5% par an, même s'il y a beaucoup d'inflation à cette époque. Mais enfin, il y a quand même ce sentiment-là. Et puis la France n'a pas encore décroché de l'Allemagne. C'est encore l'Allemagne de Bonn. C'est avant, naturellement, la chute du mur de Berlin. Et donc, si vous voulez, la puissance industrielle de la France est encore là. Il a quelques années comme celle-là qui ressemblent à des années sans crise majeure.
La caractéristique du 21e siècle, jusqu'à présent, en tout cas pour le monde occidental, c'est que c'est une série de crises à répétition. Vous aurez du mal, Christophe, à citer 2 années sans une crise systémique, c'est-à-dire qui ébranle l'ensemble du système. Emmanuel Macron, lui, inspecteur des finances comme Giscard, centriste comme Giscard, relativement jeune quand il arrive à l'Élysée comme Giscard, pro-européen convaincu comme Giscard, certes, mais lui, il arrive au pouvoir et au bout d'1 an, c'est l'adversité totale. C'est la crise totale, c'est celle des Gilets jaunes. Et ensuite, il n'a pas le temps véritablement de souffler et qu'il se trouve confronté à la crise sanitaire parmi d'autres, qui à chaque fois, sont des crises majeures qui ébranlent soit le système national au moment des Gilets jaunes, soit le système plus vaste, au moins en ce qui concerne l'Europe, pour ce qui est de la crise sanitaire. Et ce qui me frappe, si vous voulez, c'est, je sais bien que le paysage médiatique est différent, je sais bien que tout est différent, qu'il y a les réseaux sociaux, etc. Je comprends tout ça, mais je crois que c'est perdu un art de gouverner. Je crois que petit à petit, nous avons connu quelque chose qui a disparu. Maintenant, on a le sentiment que l'art de gouverner se fait constamment dans la précipitation. C'était vrai avec Macron, c'était vrai alors avec Sarkozy, qui a plutôt bien géré d'ailleurs la crise de 2008, mais c'était vrai aussi avec François Hollande. Je suis frappé par le fait que à chaque attentat, on fait une loi. À chaque attentat, on bouleverse le paysage législatif, judiciaire et sécuritaire, comme s'il fallait donner une réponse immédiate. Giscard, pour moi, représente encore un art de gouverner qui me paraît plus mûr, mais peut-être que je me trompe, que l'art de gouverner d'aujourd'hui, qui me paraît une sorte d'hystérisation permanente de la vie publique. C'est tout à fait juste, ce tableau est tout à fait juste. Il faut ajouter, puisqu'on en est en termes de comparaison, que les situations ne sont pas comparables pour la raison suivante. Giscard, au fond, était un grand sociologue et il avait assis sa démarche politique sur une analyse sociologique du pays qui consistait à dire, voilà, il y a les très riches, il y a les très pauvres, et au milieu, il y a un grand corps central, ce qu'il appelait un noyau central, qui représentait l'essentiel de la société française, l'essentiel des classes moyennes, la classe moyenne. Et il pensait qu'il devait être, lui, au fond, la locomotive et l'expression des aspirations de cette énorme classe moyenne, et il disait qu'il allait gouverner pour 2 Français sur 3, qu'il allait rassembler 2 Français sur 3. Aujourd'hui, imaginez-vous que quelqu'un puisse se revendiquer et aspirer à représenter 2 Français sur 3. Ça n'est pas possible parce que le fameux noyau central a disparu. Les classes moyennes ont éclaté. Ils se sont catégorisés, sous-catégorisés. C'est ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipélisation de la société française. Cette archipélisation à laquelle correspond un éparpillement, un éclatement total du paysage politique, alors qu'à l'époque du fameux noyau central, vous aviez alternance entre un bloc de gauche, un bloc de droite, en gros un centre droit et un centre gauche, qui alternativement représentaient cette classe, l'essentiel de cette classe moyenne. Aujourd'hui, cette analyse-là n'est plus possible et donc une part de la difficulté d'Emmanuel Macron aujourd'hui tient à cela, tient à cet éparpillement auquel correspond un éparpillement politique. Alors, ça a été pas mal rappelé dans les nécros, dans les papiers qu'on a pu lire ou entendre ces derniers jours. Le septennat Giscard, c'est aussi un septennat d'affaires. Je citerai entre autres l'affaire Boulin, l'affaire des avions renifleurs ou la très célèbre affaire des diamants de Bokassa. Toutes ces histoires-là n'ont pas atteint Giscard, ne semblent pas l'avoir atteint, et il n'a jamais eu d'ailleurs à rendre de compte devant la justice, comme peut le faire actuellement Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est significatif d'une différence entre la France des années 70 et la France de 2020 ? Qu'est-ce que ça dit sur nous ? D'abord, était-il utile ou nécessaire ou juste de l'inquiéter ? Sur quelle base ? L'affaire Boulin, sur quelle base ? Les avions renifleurs, c'est une erreur technocratique, certes, mais au nom de quoi aller en justice ? La période de Giscard aussi, c'est une période où la justice est encore une autorité et non pas un pouvoir. Aujourd'hui, la justice est devenue un pouvoir qui s'affranchit d'ailleurs de tous les autres pouvoirs, si bien qu'il poursuit tous azimuts. Regardez l'exemple le plus récent, c'est-à-dire des poursuites judiciaires qui sont engagées contre le gouvernement en plein milieu de la gestion de la pandémie, alors même que cette pandémie est toujours mal connue, qu'elle n'est pas terminée. On va poursuivre le gouvernement pour ses premiers actes
dans la gestion de cette pandémie. Donc on est passé peut-être d'un extrême à l'autre. Mais s'agissant des affaires qui ont touché Giscard, les diamants, c'est directement lié à la gestion de la politique africaine et aux relations avec Jean Bedel Bokassa, qui s'était proclamé empereur, que la France ensuite va faire déposer, et probablement une part de la vengeance de Bokassa est celle-là. Mais les autres affaires qui ont en effet émaillé le septennat de Giscard, je ne vois pas au nom de quoi on impliquerait le président dans ces tristes épisodes de la vie publique. Bon, Jean-Marie, puisque vous évoquez la politique africaine de la France, je pense que c'est le moment de faire un point sur la politique étrangère de Valéry Giscard d'Estaing. Je pense que le premier sujet en matière de politique étrangère, c'est l'Europe. Valéry Giscard d'Estaing est un très grand artisan de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'était un proche de Jean Monnet, un des fondateurs des communautés européennes. Et donc, il était sincèrement européen. Et ce n'était pas par hasard. Giscard avait, parmi le premier, réalisé que la France était devenue une puissance moyenne et que ça n'allait pas changer au cours des années. Il avait senti l'émergence d'autres puissances. Il avait même eu cette idée que nous entrions, du fait de la technologie et non pas d'une sorte de complot politique occidental, dans une phase de mondialisation et qu'il fallait réglementer certains des éléments qui ne pouvaient plus l'être au niveau national, comme la réglementation des changes ou des relations entre les monnaies. Et il va pour ça créer, avec Helmut Schmidt, la réunion d'abord G6 et puis on mettra le Canada, la réunion de ce qu'on appelle le G7, pour une sorte de régulation des grandes questions économiques du moment. Donc c'est un Européen parce qu'il prend conscience que la France est une puissance moyenne. Oui, c'est une série de réformes. Je dirais même que au même moment, en mai 1974, l'histoire est bien faite puisque un homme extrêmement brillant, social-démocrate, lui, Helmut Schmidt de Hambourg, devient le chancelier de l'Allemagne, qui est encore l'Allemagne de Bonn, naturellement. Et il va très bien s'entendre avec Giscard d'Estaing. C'est un fort en maths, lui aussi. C'est un fort en économie, lui aussi. C'est un fort en questions monétaires, lui aussi. Et ils vont poser les jalons d'une intégration européenne. L'Europe est à 6 seulement, puis sera à 9, et puis à 12 à la fin. Mais l'Europe sera un des thèmes majeurs de l'action de Giscard d'Estaing, jalonné par la création du serpent monétaire européen en 1978, c'est-à-dire que on limitait les fluctuations entre les monnaies du groupe des communautés européennes. Vous aviez le droit de faire plus 2,5% à partir de votre taux de change, ou bien moins 1,5%, mais vous ne pouviez pas dépasser ces limites. On avait créé une sorte de fonds monétaire européen pour aider les pays en difficulté à rester à l'intérieur de ce serpent monétaire. Cela déjà dans la perspective de créer un jour une union monétaire. D'ailleurs, ce serpent monétaire était défini à partir d'un panier de devises qui était composé d'une monnaie qu'on appelle l'écu, qui était d'une certaine manière l'ancêtre de l'euro. Mais s'installe à ce moment-là, dès 1974, un dialogue entre la France et l'Allemagne extrêmement étroit. On peut dire que De Gaulle s'était bien entendu avec Adenauer, certainement, mais c'est ce qu'on a appelé le mariage, franco-allemand, qui va porter tous ses fruits jusqu'à 1989-90, pas tellement après, mais ce mariage franco-allemand date de cette période et de la relation que Giscard avait avec Helmut Schmidt. Ils vont préparer donc plusieurs étapes de l'intégration européenne de cette manière. Mais finalement, Jean-Marie, est-ce que cette intégration européenne, c'était pas une manière un peu différente de celle de De Gaulle de s'opposer à l'hégémonie américaine de ce temps-là? Est-ce que c'était pas une sorte d'alternative à la toute-puissance des États-Unis? L'Europe, refuge de la France finalement. Cela dit, De Gaulle n'était pas anti-européen. D'ailleurs, d'une certaine façon, l'Europe telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est-à-dire l'Europe des nations, elle est inspirée par les visions gaullistes en même temps. C'est vrai que Giscard a fait considérablement avancer l'Europe, mais qu'en même temps, il entretenait une idée de la relation avec l'Est, qui est une idée qui lui a été beaucoup reprochée. Non pas qu'il considérait l'URSS avant toute chose comme une plateforme marxiste-léniniste destinée à exporter la révolution partout dans le monde, il considérait davantage la Russie soviétique certes, mais d'abord la Russie. Et au nom de cela,
comme De Gaulle, il voulait entretenir une relation assez étroite avec les dirigeants soviétiques, comme De Gaulle le pensait d'ailleurs en matière, comme s'il fallait poser une sorte d'équilibre entre la relation avec les États-Unis d'un côté, la relation avec la Russie de l'autre. Et ça a été un des points les plus forts de la critique adressée par François Mitterrand à Valéry Giscard d'Estaing, cette relation particulière avec le pouvoir russe, au point que François Mitterrand avait dénoncé, rappelez-vous, le petit télégraphiste, en pensant que Giscard portait les messages de Brejnev, ou en tout cas se coulait trop dans les visions que Brejnev pouvait avoir. C'est en grande partie, cela dit, injuste, parce que en 1979, lorsque se réunit, à l'initiative de Giscard d'ailleurs, ce qui va devenir ensuite le G7, le G8, ainsi de suite, puis finalement le G20, à l'époque c'est beaucoup moins nombreux, ils se réunissent donc en Martinique, le président américain et le président Gerald Ford, et ils jettent les bases d'une contre-offensive parce qu'à l'époque, la Russie soviétique déploie aux frontières comme cible très claire le territoire de l'Europe de l'Ouest, des missiles, des fusées SS-20. Et donc c'est à ce sommet de 79 que Giscard et Ford décident en effet que si les Russes ne retirent pas leur SS-20, alors les Européens autoriseront les Américains à déployer des fusées Pershing à l'ouest de l'Europe. Et c'est dans cette discussion que Giscard entraîne le chancelier Schmitt, d'ailleurs, dans cette attitude, qui reste secrète, qu'on ne dit pas et qui trouvera sa conclusion avec François Mitterrand et Helmut Kohl, lorsque l'un et l'autre s'opposeront victorieusement d'ailleurs au déploiement des fusées SS-20. Mais il restera de Giscard malgré tout quelqu'un qui a été trop proche des vues russes en quelque. Moi j'ai un souvenir personnel là-dessus. J'avais longuement discuté de toutes ces questions avec Giscard, et s'agissant de l'Ukraine, il considérait que l'Ukraine, au fond, il fallait laisser les Russes tranquilles en Ukraine parce qu'au fond, l'Ukraine, c'était la Russie, historiquement. Et donc, nous n'avions pas à nous en mêler de façon à respecter, au fond, la vision que les Russes pouvaient avoir du territoire qui devait les entourer. Donc, c'est une vision qui est évidemment contestable, mais qui était celle de Giscard et qui explique d'une certaine façon, un prisme pro-russe, mais dans des limites malgré tout, puisque s'agissant des questions stratégiques, SS-20, Pershing, etc., il a quand même aidé à ce que l'Occident soit ferme face à la menace qui était alors la menace des SS-20 soviétiques. Pour en revenir à cette question, on a dit que De Gaulle était beaucoup plus européen que la réputation qu'on lui fait aujourd'hui. Il était pour l'Europe des nations, mais Giscard aussi. Giscard n'est pas un fédéraliste européen. Giscard, c'est l'homme qui va créer ou aider à la création d'une des institutions fortes de l'Union européenne pour compenser la Commission qui représente les intérêts de fonctionnement de l'Europe. Lui, il va créer le Conseil européen qui va devenir l'élément moteur d'ailleurs de la construction européenne. Alors on peut dire que c'est à tort ou à raison, mais c'est le Conseil européen, c'est-à-dire que c'est la réunion des chefs d'État et des chefs de gouvernement, des membres de l'Union européenne qui devient le vrai corps législatif de l'Europe. Donc il crée ça. Dans le même temps, c'est aussi lui qui milite et obtient que le Parlement européen soit élu au suffrage universel. Et c'est le premier Parlement européen élu au suffrage universel qui verra d'ailleurs Madame Simone Veil être son président. Mais il ne récuserait pas cette idée de l'Europe des nations. Pour lui, elle n'était pas incompatible avec l'intégration européenne. Et toujours dans le thème des relations internationales, un mot quand même sur le conflit israélo-palestinien, qui était peut-être encore plus prégnant en ces temps-là qu'aujourd'hui. Valéry Giscard d'Estaing est élu à un moment critique dans l'histoire de ce conflit. C'est en 1974, soit un an après la guerre du Kippour. Comment Giscard a-t-il positionné la France dans ce conflit, Alain ? Alors, je dirais qu'il est dans la continuité de la politique gaulliste et pompidolienne à l'égard du conflit israélo-palestinien qui, à l'époque, est le conflit majeur, ou passe pour être le conflit majeur dans la région. Mais rappelez-vous, au lendemain de la guerre que vous évoquiez, d'octobre 1973, les principaux pays producteurs de pétrole, essentiellement ceux du Moyen-Orient, réunis dans l'OPEP, augmentent massivement les prix du pétrole.
et commence ce qu'on a appelé cette crise des prix du pétrole qui va s'étendre sur plusieurs années. Et donc l'obsession de la politique française, ce sont ces ressources pétrolières, même si elle dispose déjà, et Giscard d'Estaing y était très attaché de son parc nucléaire, mais enfin elle veut absolument développer une politique de proximité avec les Arabes, notamment d'assurer son approvisionnement pétrolier, et puis parce que de manière très cynique, on considère que ça représente un marché beaucoup plus important qu'Israël. Et donc, c'est de l'époque de Valéry Giscard d'Estaing que la France va commencer à dire qu'il faut l'autodétermination du peuple palestinien. C'est durant son mandat que la France se bat à l'ONU pour que l'Organisation de libération de la Palestine, qui était à l'époque l'unique mouvement, l'unique fédération, ça fédérait plusieurs mouvements du nationalisme palestinien, pour que cette organisation soit représentée aux Nations Unies. C'est aussi sous le mandat du président Giscard d'Estaing qui s'ouvre un bureau de représentation de l'OLP à Paris. Restera de tout ça une image terrible que Giscard d'ailleurs a commentée par la suite, je crois à juste titre. Il fait un voyage en 1980 au Koweït et en Arabie Saoudite et puis en Jordanie. Et alors qu'il n'est jamais allé en visite officielle en Israël pendant son mandat, il est à la frontière jordanienne avec l'armée et il regarde au loin les collines, et puis au bout des collines, à 50 ou 60 kilomètres, il y a Jérusalem. Et il regarde Israël aux jumelles. Les Israéliens à la jumelle. Les Israéliens l'ont très mal pris. Giscard dira plus tard que ce n'était aucunement un geste d'hostilité à l'égard d'Israël, mais qu'il avait voulu comme ça prendre la mesure de ce qu'était ce territoire entre la Jordanie et le territoire palestinien de Cisjordanie, et puis la frontière de 1960, et puis Israël. Voilà, c'est une politique, c'est une époque qui est marquée par le tropisme pro-arabe de la diplomatie française. Merci Jean-Marie, merci Alain pour cette radiographie du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi, et je crois qu'avant vous aviez un conseil pour nos auditeurs, Jean-Marie. Si vous en avez l'occasion, ne ratez pas d'essayer de voir s'il est rediffusé le film de Raymond Depardon sur la campagne de Giscard en 1974. C'est un morceau d'anthologie et de sciences politiques en même temps. À la semaine prochaine. Et merci Christophe. Au revoir Christophe. Vous venez d'écouter Le Monde devant soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.